Eh bien, déjà, merci. Bonjour, chers compatriotes, cher Alain. Bonjour, chers compatriotes. C'est un plaisir. Merci pour cette interview. Je voudrais dire que ma position tout de suite, c'est de dire non à cette constitution. Non à cette constitution parce que un projet de constitution n'est pas un projet de société, n'est pas une excuse. On change une constitution parce qu'on questionne la société, parce que naturellement, la société n'est plus en phase avec ce qui a été prévu par les pères fondateurs. Et c'est pour cela que dans d'autres démocraties, on adapte plutôt, c'est-à-dire on amende. Et donc on va changer quelques dispositions. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, à qui voulait l'entendre, ou du moins à qui se permettait une réceptivité que, eh bien, la Constitution de 91 n'avait jamais été changée. Nous étions jusqu'en 2023, au moment où c'est fait, ou du moins a été commis le coup d'État, eh bien, sous le joug, ou du moins sous l'administration de la Constitution de 1991. Donc, à partir de cet instant, si besoin était de changer la Constitution, il fallait que l'on nous dise dans la Constitution de 91 les dispositions qui posent problème, les dispositions qui ne coïncident plus avec les circonstances de vie actuelles, les réalités actuelles, les dispositions qui ne coïncident pas avec, eh bien, la République que nous voulons et qui garantissent à chacun les droits humains, les droits du citoyen. Malheureusement, on nous sort par les cheveux comme cela un projet de constitution dont nous ne comprenons ni l'opportunité, ni l'urgence, encore moins la nécessité. Il n'est écrit nulle part que pour sortir d'une période de transition, il faut une nouvelle constitution. Personne ne l'a dit. Il est dit, si vous faites un putsch, vous faites un coup d'État, au-delà de la coloration que de libération pour certains, quand vous faites un coup d'État, c'est un crime. Il faut que les auteurs du coup d'État comprennent que ce qu'ils ont fait est mal. Mais dans le temps de les amener à comprendre que ce qu'ils ont fait est mal, et le temps où finalement on met en place eh bien, ce qui permet de revenir à l'ordre qui a été bafoué, qui a été renversé, aux institutions qui ont été renversées, il faut une période de transition. C'est cela la transition. Et pour sortir de cette période de transition, on n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Il suffit, comme on rétablit toutes les institutions de la République, de rétablir la constitution ancienne. Parce qu'il faut quand même dire que le projet de constitution est un fait éminemment politique. C'est traduire aussi les valeurs. Et les valeurs sont portées par des hommes. C'est traduire des principes. Et une constitution ne peut pas être un fourre-tout. Tout cela est encadré. J'entends beaucoup dire, eh bien, on a fait notre constitution à la gabonaise. On a fait notre régime présidentiel à la gabonaise. Ce n'est pas possible. Et il n'y a aucune doctrine gabonaise en la matière. Parce que tout cela est du fait de grandes doctrines, c'est-à-dire de travaux scientifiques qui ont été éprouvés, qui ont été analysés et qui ont été acceptés, qui restent jusqu'à ce jour, ce que l'on appelle en sciences politiques, des vérités falsifiables. C'est-à-dire que des vérités qui restent vraies jusqu'à ce qu'on établisse leur inopportunité, jusqu'à ce qu'on établisse eh bien, leur impertinence, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une autre réalité qui vient en contradiction et qui soit beaucoup plus opportune que celle que l'on combat. Donc, on ne change pas une constitution parce que j'ai envie d'y retrouver des éléments qui me confortent. C'est le projet de toute une société. C'est l'acte de naissance d'un pays. C'est l'acte de naissance, eh bien, de tous les Gabonais. C'est dedans que nous devrions tous nous retrouver. C'est dessus que nous devrions tous fonder toutes nos revendications. Et c'est par là que nous pouvons, justement, dès lors que nous sommes victimes de sévices, eh bien, interpeller à la nécessité de condamner avec la dernière énergie ces sévices-là. Et quand je parle de sévices, il y a des sévices législatifs. Les lois sont du fait des hommes. Ces hommes qui sont des élus du peuple. Ces élus du peuple qui ne sont pas forcément des juristes, qui ne sont pas forcément de super diplômés, donc qui ne comprennent pas forcément eh bien, les différents mécanismes et toute la complexité juridique qui peut accompagner certains textes. À partir de cet instant,
Il peut donc être recevable ou concevable que certaines lois soient proposées, passent, soient adoptées par le Parlement, par la représentation nationale, alors qu'elles violent la Constitution. Et c'est là où notre citoyenneté doit se déployer. Parce que notre citoyenneté va nous amener à nous rendre compte que si une loi est en violation de la loi fondamentale, des valeurs, des principes de la République, de notre citoyenneté, de nos droits absolus, j'entends beaucoup dans les débats, tel article est intangible, tel article est intangible. Non, tous les articles qu'ils nous disent intangibles ne le sont pas. Aucun article n'est véritablement intangible si ce n'est ceux consacrés par l'ordre international, par l'ordre juridique international, c'est-à-dire les droits humains. Pour revenir à ma position est qu'on ne peut pas blasphémer d'avec, l'être d'une constitution. Une constitution, elle a deux principaux buts. Elle protège des droits du citoyen, des droits humains, qui sont des droits absolus, qui sont des droits qui lient obligatoirement les pouvoirs publics, qui sont des droits qu'aucun État dans son ordre juridique interne ne peut remettre en question. C'est pour cela que souvent on dit, même dans l'extrémité de ce que vous êtes en état d'arrestation, peu importe la raison de l'arrestation, l'état d'arrestation peut être du fait de ce que vous ayez tué quelqu'un, mais peu importe la raison, vous ne pouvez pas subir des tortures, des humiliations, des traitements inhumains et dégradants, pour ne parler que de cela. À partir de cet instant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est consacrer ce que beaucoup appellent l'intangibilité, l'inviolabilité, l'imprescriptibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Ce n'est pas limité dans le temps. C'est une histoire qui est pour des générations et des générations. Et le combat des droits, ce n'est pas un combat que l'on mène à reculons, en restreignant de plus en plus. Au contraire, on le mène en l'ouvrant de plus en plus. Donc, si hier, nos parents ont obtenu pour les femmes, par exemple, le droit d'être assis dans son bureau, de travailler, demain, je ne vais pas être celle-là qui viendra prendre une loi qui dirait à une femme, tu peux travailler, mais il faut travailler dans ta chambre. Là, je suis en train de restreindre. Au contraire, je peux dire à une femme, tu as le droit de travailler, mais tu as le droit de travailler partout où tu veux. Et tu n'as pas le droit de demander, ou du moins l'obligation de demander à qui que ce soit. Donc c'est un combat de plus, on ajoute. Ce n'est pas un combat de moins. Donc la Constitution, pour moi, non seulement je ne trouve pas l'opportunité de la faire en ce moment, je ne lis pas dans cette Constitution proposée l'esprit de la Constitution qui est rappelé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans cette Constitution, on ne peut pas dire on fait la promotion de l'état de droit et dans le même temps, on fait la promotion du crime. Le crime, c'est une atteinte à l'ordre, c'est le chaos, c'est le désordre. Le coup d'État, c'est renverser l'ordre. Quand on est d'accord avec cela, tu ne peux pas mettre dans un texte, un même texte, que c'est un état de droit, article 5 du projet, c'est l'ancien article 5 de l'ancienne Constitution d'ailleurs, que nous sommes dans un état de droit et mettre parallèlement dans le même temps que finalement on célèbre le coup d'État. On le célèbre au préambule, on le célèbre en y dédiant toute une journée entière. Article 2, on le célèbre à l'article 170 avec la personnification et la personnalisation de la Constitution au travers de la disposition qui finalement prévoit qu'il y aura une loi d'amnistie sur les infractions que nous ne connaissons pas, sur une période et surtout sur des personnes que nous ne connaissons pas. Parce que nous n'avons que, le côté visible de l'iceberg. Demain, on pourra venir nous dire que Marie-Madeleine Borancho, notre compatriote, fait partie de ces acteurs. Ali Bongo même, on peut nous dire qu'il fait partie de ces acteurs. On peut même nous dire que Sylvia Bongo, au-delà de ce qu'elles sont en prison, fait partie de ces acteurs. On peut même nous sortir demain qu'on a mis Sylvia Bongo en prison parce que
ça contentait bien le peuple gabonais et que pour calmer un peu le peuple gabonais et pour l'amener à accepter ce qui s'est passé, il fallait peut-être lui servir un bouc émissaire qui est Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Donc tout peut se passer dans cette disposition qui est grave. Et la lecture de cette disposition ne nous dit pas qu'il faut limiter les actions ou les actes du coup d'État qu'à ce qui s'est passé, ou du moins limiter l'amnistie à ce qui s'est passé dans cette période. L'article dit que les acteurs de cette période-là ne pourront être ni poursuivis, ni condamnés. Ils ont une immunité à vie. Ils ont une immunité générale. Donc, que ce soit les crimes commis avant le coup d'État, pendant le coup d'État, après le coup d'État, eh bien, ils ne pourront pas être poursuivis. Et nous allons découvrir par une loi qui sont finalement les auteurs de ce coup d'État. On aura déjà voté la Constitution, ce sera trop tard. Je vous ai dit, c'est quoi une Constitution? Elle consacre la garantie absolue des droits inviolables de l'homme. Quand on parle de droits inviolables de l'homme, c'est parler de droits humains, donc des droits des hommes, des femmes, des enfants. Il y a des droits parce que nous sommes des êtres humains qui nous sont dévolus. Il y a aussi des droits parce que nous sommes des citoyens, avec en partage une citoyenneté qui nous sont dévolus. Et la Constitution doit prévoir la garantie de ces protections, de ces droits. Ce n'est pas le cas du projet actuel. Je vous prends un exemple simple. De l'article 10 à l'article 25, on vous consacre tous les droits tels que décrits, écrits, eh bien, dans les dispositions internationales, notamment la déclaration du 10 décembre 1948, la déclaration du 26 mars 1789, c'est repris dans le titre préliminaire, c'est repris dans les différentes dispositions des articles 10 à l'article 25. Tous les Gabonais sont égaux, tout le monde jouit de sa personnalité, la vie privée est sacrée, etc., etc. Seulement, quand vous partez lire l'article 26, vous vous rendez compte que tout cela peut être remis en cause. Tout cela peut être remis en question par une simple loi. Alors que la loi doit être conforme à la Constitution. Alors si demain, on met une loi en place qui dit qu'on peut déjà torturer tous les leaders d'opinion pour peu qu'ils égratignent un tout petit peu le président. Marlène Fabienne Issola, effrontable que je suis, quand je prendrai cette loi, parce qu'on me poursuivra en justice sur le fondement de cette loi, je prendrai cette loi, je créerai une incidence, une question préjudicielle. Je l'introduirai devant la Cour constitutionnelle, parce que j'en ai le droit. Je dis donc à la Cour constitutionnelle que je suis une citoyenne. Je suis poursuivie sur la base d'une loi, certes votée par le Parlement. Admettons même que ce Parlement soit régulier. Mais cette loi viole la Constitution, viole l'article 10, viole l'article 15, viole l'article 12, viole l'article 17, 18. J'amène ça devant la Cour constitutionnelle. Mais quand la Cour constitutionnelle va prendre le document, qu'est-ce qui va se passer? La Cour constitutionnelle va juger de la conformité de la loi ainsi querellée sous le fondement de l'article 26 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels, on ne leur donne même plus le travail. Ils n'ont plus à argumenter en droit. Ils vont dire, mais madame, l'article 26 est clair. Il y est précisé que toutes ces valeurs absolues, tous ces droits absolus peuvent être remis en question, peuvent être remis en cause. Et donc, il n'y a plus de garantie de ces droits. Et donc, les pouvoirs publics qui sont obligatoirement liés par l'article 10,
en reprise de l'ancienne rédaction, se retrouve en train de s'octroyer le droit de violer délibérément, eh bien, la Constitution. À partir de cet instant, si cette Constitution est votée, nous n'avons plus aucun droit. Parce que cette Constitution ne protège pas nos droits. Puisque cette Constitution a prévu, après avoir dit tout et son contraire, une disposition qui sera l'épée de Damoclès sur nos têtes et qui va finalement nous amener à perdre tous ces droits pour un oui ou pour un non. Il suffira que le président demande au Parlement « Votez-moi cette loi ». Il écrit la loi qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les Gabonaises qui mettent le rouge à lèvres, qui mettent le make-up, elles ne doivent plus travailler. Quiconque met le make-up au-delà de ne plus travailler sera emprisonné pour un mois, pour qu'on voit bien à quoi ressemble son visage sans make-up. Parce qu'en prison, il n'y a pas de make-up. Et puis, le président de la République, il prend cette loi, il l'envoie, ou du moins son gouvernement envoie cette loi au Parlement. Le Parlement regarde et dit non, on ne peut pas voter ça. C'est prévu dans l'article 52 que, dans leur projet, le président demande au Parlement de voter encore, donc d'aller dans son sens. Et cette demande est de plein droit, de pleine autorité. Les députés ne peuvent pas refuser. Est-ce que vous comprenez? Les députés ne peuvent pas refuser que non, Monsieur le Président, puisqu'il y a des dispositions qui sont dans la même Constitution sur la partie législative, qui prévoient que tout mandat impératif est nul, que le mandat impératif n'existe pas. Comment pouvez-vous dire que le mandat impératif n'existe pas et prévoir une disposition qui condamne les députés à la volonté du chef de l'État? Et s'ils osaient ne pas correspondre à cette réalité, le président tape la main sur la table, le poing sur la table. Vous me revotez ça, comme je le veux. Il peut même faire les modifications. Et puis il envoie, il dit, je veux que vous me votiez ça dans ce sens. Vous n'êtes pas d'accord, je vous dis, c'est un droit absolu. Vous ne pouvez pas dire non. Donc vous êtes en réalité sous mandat impératif, c'est-à-dire que vous recevez des ordres. Je comprends la volonté, puisque sous la transition, tous les députés et les parlementaires de la transition sont sous mandat impératif. Ils n'ont été élus par aucun Gabonais. Ils ne disposent pas du pouvoir constituant. Ils ne disposent pas du droit de parler en notre nom. Ils ne sont pas sous mandat représentatif. Ils sont sous mandat impératif. Et donc le mandat impératif oblige celui nommé à la soumission de celui qui dispose de la discrétion de nommer. C'est pour cela que tous les députés et parlementaires, au-delà des quelques exceptions qui confirment la règle, qui n'y dérogent pas, eh bien disent oui. Oui, oui, oui et oui. À tout. Tout ce qui vient du président est oui. C'est cela le mandat impératif. Donc, ils ont voulu être dans la continuité. Peut-être ils ont pensé que c'est un fonctionnement qui est bien pour eux. Un seul chef, tout le monde s'aligne aux ordres. Et bien même pour voter les lois, les députés. C'est pour cela que quand je dis que les députés n'ont plus le droit de voter les lois, on peut aller l'écrire dans les autres articles 54 et autres pour dire que les députés votent les lois, consentent l'impôt. Mais si l'article préalable, le 52, on a déjà dévolu tous ces pouvoirs au président, c'est qu'en réalité, tout le charabia qu'on raconte après là, ça ne sert à rien. C'est ce que je vous dis, comme de l'article 10 à l'article 25. Tout le charabia de vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit ne sert à rien. Parce que l'article 26 vient remettre tout cela en question.